Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc pour la troisième partie de cette rétrospective du mois de février 2016. Donc pour cette troisième partie, je vais commencer avec un film que j'ai déjà visionné et dont j'ai acheté récemment la trilogie en version remasterisée, le beau coffret. C'est Le Parrain. Donc du coup, comme j'ai acheté la trilogie, je me les remate, même si je les ai vus il y a vraiment pas longtemps. Alors, franchement, la trilogie, c'est pas mes films préférés. Mais je trouve que c'est des films très classe, très classiques. C'est des classiques, donc évidemment, j'avais envie de les avoir, mais ils ont de la prestance, ils sont super ces films. Même si c'est pas mes films préférés, ils ont vraiment quelque chose de superbe. Et donc, j'avais quand même envie de les avoir. Donc, c'est un film très classique. Au niveau de la mise en scène, on est vraiment dans un film de mafia pur et dur, donc vraiment... ceux qui n'aiment pas le genre, déjà, c'est fuyez tout simplement. À la différence près que là, on a plus une notion de famille. Donc voilà, ça me fait un peu bizarre de parler de ce film parce que c'est quand même un classique et en parler, ça fait un petit peu, je me sens un peu débile, mais c'est pour les rares personnes qui ne l'auraient pas vu, c'est un film très beau sur la famille, sur la fratrie. Quel que soit le contexte, c'est-à-dire la mafia, quoi qu'on en pense, même si on a beau ne pas supporter les films de mafia parce que c'est pas moral ou quoi que ce soit, c'est un film très beau à ce niveau-là. Au niveau de la mise en scène, toujours excellent, notamment il y a une scène qui est très émouvante, je trouve, c'est la mort du Don. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? La mise en scène toujours cool, ouais évidemment il faut noter les quelques longueurs, c'est notable. Quand tu regardes un film de 3 heures, c'est très long, mais voilà, en général, le film nous tient toujours en haleine et malgré les longueurs qui sont vraiment pour instaurer une ambiance, un univers, le film n'en reste pas moins excellent et voilà, j'ai pas plus à dire, c'est un classique et si vous ne l'avez pas vu, vous devez au moins voir le premier. Je vais revenir petit à petit sur le 2, 3, je ne vais pas les revoir tout de suite, parce que voilà, je ne suis pas un fan incontestable, mais d'ici peut-être 2-3 mois, j'aurai vu le 2, ensuite tu reverrai le 3, et voilà, je vais prendre mon temps, mais vous aurez, je pense, les 2 et 3. Ce mois-ci, j'ai vu Miller's Crossing, donc encore une fois, je vais encore parler d'un film de mafieux, qui se passe celui-ci durant la Prohibition. C'est un film, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas non plus trop m'avancer, mais qui est réalisé seulement par Joel Cohen, mais qui est scénarisé donc par les deux frères, Joel et Ethan. À l'époque, il n'y en avait qu'un des deux qui réalisait, l'autre scénarisé, ils étaient tous les deux pour scénariser, mais pas pour la réalisation. C'est avec John Turturro, on a Gabriel Byrne. Il y a qui d'autre comme tête connue, des têtes que je connais mais dont je ne me souviendrai pas vraiment le nom, c'est plutôt des seconds couteaux, des têtes marquantes. Il y a Steve Buscemi pour un petit rôle. Alors franchement, ce film, j'étais vraiment pas emballé de départ. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le film. Mais il faut avouer qu'à la fin du film, c'était réellement une claque pour moi. Bon alors c'était pas non plus... voilà, mais j'ai vraiment adoré ce film, il était vraiment super. J'ai adoré retrouver la mise en scène encore une fois des frères Cohen avec cette photographie magnifique, les couleurs, la forêt, parce que Miller's Crossing représente un croisement dans une forêt, donc il y a plusieurs scènes qui se passent dans une forêt. J'adore comment il filme, quoi, tout simplement. La musique aussi est vraiment excellente et à noter. Les acteurs, John Turturro, j'adore ce qu'il fait et voilà. Gabriel Byrne, c'est un acteur que j'aime un peu moins, mais bon, en fait je l'ai vu que dans un film, c'est-à-dire que John Turturro, lui c'est dès que je vois sa tête, j'adore quoi. Gabriel Byrne ne me fait pas vraiment cet effet, mais c'est vraiment un très bon acteur aussi. Je l'avais vu dans Spider, que j'avais déjà critiqué sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai fait carrément un vlog dessus, 12 minutes, 15 minutes que sur ce film là, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ouais, le duo est super, il y a d'autres acteurs qui sont célèbres mais dont les noms ne me reviennent pas ici.
Au niveau du scénario, j'étais au début un petit peu vraiment très embrouillé et vraiment paumé dans le scénario, dans la narration. Je comprenais vraiment pas tout, j'ai eu beaucoup de mal à tout comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qu'on va citer et dont on va parler sans même avoir vu encore leur visage. Ensuite, il y a ces personnages on parle pendant tout le film mais qui n'apparaissent jamais à l'écran. Il y a aussi les personnages on en parle et puis en fait quand on les voit à l'écran on les appelle par un autre nom, donc du coup ça devient très vite très embrouillé et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film et c'est pour ça que j'ai mis bien 45 minutes, 1 heure avant de vraiment aimer le film. C'est vrai qu'une fois que tu as compris le film, tu as compris où l'histoire nous menait, le scénario est super cool, super intéressant. On retrouve un petit peu un truc, je trouve, à la Fargo, moi ça m'a rappelé. C'est très différent, mais au niveau de la façon de concevoir le film, ça m'a beaucoup rappelé ça. J'ai bien aimé donc l'élément déclencheur qui fait que tout débute vraiment le film finalement. Le film est vraiment superbe. C'est, je pense, ça s'annonçait pas comme étant un de mes Coen préférés, mais je pense, si je devais faire un ordre, qui serait bien mon troisième Coen préféré, avec The Big Lebowski et encore Fargo au-dessus. Donc voilà, vraiment, voyez ce film, il est super. Ce mois-ci, j'ai vu Frankenweenie réalisé par Tim Burton, c'était son avant-dernier film, et qui reprend l'histoire d'un court-métrage qu'il avait écrit au tout début de sa carrière, dans lequel on a un enfant qui décide, un peu à la manière de Frankenstein, de refaire renaître son chien. Voilà. Et l'histoire se base sur les réactions des gens par rapport au fait qu'il y a un chien mort qui soit vivant, et voilà. Bon, alors déjà, le problème, c'est que c'est un scénario de court-métrage qui, selon moi, a été rallongé jusqu'au maximum par Tim Burton afin d'en faire un long-métrage. On a vraiment l'impression que c'est les studios qui sont allés le voir et qui lui ont dit ton court-métrage était pas mal, tu voudrais pas le refaire actuellement en le réhabilitant, en le remettant à notre époque et en faisant un long métrage. Et on a vraiment ce sentiment-là. Alors il a beau avoir ajouté un contexte un peu plus détaillé, quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire avec un court métrage, il a pu faire un contexte un peu plus imposant dans ce film, mais ça n'en fait pas un bon scénario. L'idée par exemple du concours de sciences est intéressant, j'ai bien aimé ça, mais c'est vrai que ça fait pas un long métrage d'un coup parce qu'il y a 2-3 scènes, qui sont rajoutées. Après, au niveau donc déjà le court-métrage lui était un film, et là il a pris le parti d'en faire un film en stop motion. Donc ça doit être son deuxième film qu'il fait en stop motion, si on compte pas L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et on voit vraiment il y a une évolution, on va compter L'étrange Noël de Monsieur Jack parce qu'il y a une évolution quand même entre ces trois films, avec aussi Les Noces funèbres. Il y a une évolution vraiment entre la façon dont il fait du stop motion. C'est-à-dire que là on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de fait sur ordinateur. Et c'est vraiment super bien fait. On sent encore, alors dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, on sent beaucoup les mouvements, les différents moments où ils ont bougé les personnages. Dans Les Noces funèbres, un peu moins, mais on les sent encore, je trouve. Mais là vraiment c'est fluide, c'est vraiment hyper bien fait, on sent que la technologie est venue apporter à ce film. Parce que voilà, au niveau de la stop motion, j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment bien fait. Enfin, qu'est-ce qui n'en fait vraiment pas un bon film, parce que franchement je l'ai vraiment pas aimé, c'est le fait que c'est 100% Tim Burton. Alors vraiment, c'est Tim Burton. Là, il y a rien qui nous sort de l'univers de Tim Burton. Et pour la première fois, alors que quand même j'en ai vu des films, j'ai vu toute sa filmographie en fait, c'était le dernier film qui me restait à voir. J'ai vu tous les films de Tim Burton et c'est vrai que c'est vraiment la première fois qu'il y a eu saturation de Tim Burton. Même avec Dark Shadows, Alice au Pays des Merveilles à la limite,
j'ai pas eu une saturation, c'est-à-dire que ouais, des fois je trouvais que c'était un peu trop. D'ailleurs j'ai déjà parlé de Dark Shadows sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je trouvais qu'il en faisait trop, mais il n'y avait pas vraiment de saturation. Là vraiment c'était, je pouvais pas. Il y a tout, les gros yeux, la mort, on retrouve les mêmes trucs qu'il avait déjà fait dans son court métrage. S'il y a un truc qui a un peu changé, c'est qu'il a réussi à insuffler à son cinéma, c'est les références à des cinémas plus anciens ou à des cinémas à d'autres films, les Gremlins, Godzilla. Voilà, il y a 2-3 trucs comme ça qu'il ne faisait pas forcément souvent, ça a des références. Donc c'est à peu près tout. Après, on retrouve toujours cet univers morbide. Voilà, c'est exactement pareil, la musique n'est pas mémorable, c'est pas du très bon Danny Elfman. Donc ouais, c'est vraiment pas le meilleur Tim Burton. Je pourrais pas vous citer les bons films de Tim Burton, là il y en a plein. Batman, Ed Wood, Beetlejuice, voilà, vous voyez ces films-là, Edward Main d'Argent, voilà. Celui-là est plutôt à fuir. Moi j'ai fini, au moins je suis content, j'ai fini la filmographie de Tim Burton, je peux le dire. Mais voilà, un peu déçu que j'ai terminé sur celui-là. J'aurais préféré finir sur Dark Shadows, dont j'avais plus peur, mais finalement Dark Shadows s'est avéré un bien meilleur film que celui-ci. Ce mois-ci, j'ai vu Sucker Punch, réalisé par Zack Snyder. Ça doit être mon 3e film que je voyais de lui. Voilà, je suis pas vraiment un très grand fervent de films d'action. Mais au moins je trouvais que Zack Snyder dans le genre de l'action il avait quelque chose que j'aimais bien, c'est-à-dire un visuel et une mise en scène un peu intéressante. Donc c'est pour ça que je continue à regarder, surtout qu'il y a certains films qui m'intéressent. Le prochain Batman vs Superman, moi je suis pour aller le voir, hein. J'ai des amis qui ne leur disent pas du tout, moi ça va, il n'a pas l'air si mauvais que ça quoi, je vais voir. J'ai vu 300, donc je suis pas extrêmement fan. Et j'ai vu aussi Watchmen, je suis pas extrêmement fan, mais voilà, je trouve des qualités à ces films, ce qui fait que j'ai eu envie de voir Sucker Punch. Bah là c'est pareil, je ne suis pas extrêmement fan. Le film n'est pas ouf, n'est pas non plus mauvais. C'est vraiment un film d'action pur et dur. Bon, je vais revenir après Non, je vais parler tout de suite des scènes d'action. C'est vraiment le gros point fort du film, quoi. Les scènes d'action sont extrêmement bien réalisées. Il y a des super trouvailles. Et voilà, on est tout le temps dans des nouveaux univers, dans des nouveaux... un petit peu des rings. Parfois, on dirait vraiment il y a des références aux jeux vidéo. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, un jeu de combat ou un jeu de guerre. Selon les différents univers que Zack Snyder arrive à créer, et c'est toujours très bien foutu et plein d'action, plein de dynamisme, et voilà, on est vraiment dans les combats et c'est super bien fait. En revanche, il n'y a que des combats en fait. Le scénario est très pauvre et c'est là où le film trouve très vite ses limites. Au début, je trouve, le film commençait vraiment à poser on était en train de cerner un petit peu tous les personnages, de mettre en place tout le film. Et il y avait un scénario qui vraiment commençait à se mettre en place et je trouvais le film très intéressant. Mais à partir d'un moment, on va dire au bout de 40 minutes, je pense, le film ne devient plus qu'un film d'action dans lequel s'enchaînent des stages, un petit peu comme dans un jeu vidéo, qui arrivent juste à la fin et puis c'est pas vraiment très... Enfin voilà, dire juste... ils doivent s'imaginer un monde pour trouver un objet qui leur permettra de s'évader de l'asile. Je ne vais pas expliquer vraiment le scénario, mais en gros c'est des filles qui sont capturées par un homme qui s'appelle Blue et les maltraite, il les oblige à se prostituer et elles tentent de s'évader et donc il y en a une des personnages qui s'appelle Baby Doll qui est capable de s'inventer des univers et donc dans chaque univers elles devront trouver un objet qui leur permettra de s'évader. Donc voilà, le début de comment j'expliquais le scénario, vous avez sûrement dû le trouver quand même assez intéressant, ça aurait pu y avoir quelque chose vraiment à faire. Et dans la seconde partie de ce que je vous ai dit, vous vous rendez compte très vite que ça ne sera finalement qu'un film d'action dans lequel il y aura seulement des scènes très bien foutues dans des univers magnifiques et une mise en scène très intéressante. Mais voilà, au niveau du scénario, c'est vrai que c'est très fin, il n'y a pas beaucoup de matière, quoi. Au niveau des acteurs, des actrices, bon, elles sont toutes très jolies. Oui, elles se débrouillent toutes pas mal, il n'y en a pas vraiment qui se trouvaient en dessous.
C'est pas vraiment on aurait pu choisir pour ce genre de film vraiment des bimbos qui ne soient pas vraiment très bonnes actrices. Mais là, pour le coup, ils ont trouvé des bimbos bonnes actrices, donc même Vanessa Hudgens, voilà, ça passe quoi. J'étais content de retrouver Oscar Isaac, qui est un acteur que j'aime beaucoup en ce moment, et voilà, le film se laisse regarder, s'apprécie, mais voilà, vraiment pas un grand chef-d'œuvre quoi. Limite, avec Watchmen, il avait fait quelque chose de bien plus intéressant au niveau du scénario, enfin, même le scénario de Watchmen est super. 300 il y a un peu moins scénario aussi, c'est pareil, on commence avec un bon scénario et puis finalement ça se finit juste en combat quoi. Watchmen c'est moins ça, il y a plus de scénario, donc finalement je préférais Watchmen et je vous conseillerais plus Watchmen que les deux autres que j'ai parlé. Ce mois-ci j'ai vu The Revenant, donc vraiment je suis vraiment désolé parce que là je commence à être assez en retard pour parler de ce film, étant donné que les Oscars sont déjà passés, donc au moins je vais pouvoir parler du film tout en réagissant à ce qui s'est passé aux Oscars. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film en général? Très moyen. Enfin, pas très moyen, mais moyen. Et le très signifiant la déception, on va dire. Le film est moyen, et pour moi, je ne l'ai pas trouvé vraiment excellent. J'y suis allé avec 3 potes qui, eux aussi, s'attendaient à vraiment quelque chose d'incroyable. Et finalement, on a tous les 3 été déçus. J'ai vu pas mal de critiques aussi sur internet qui sont déçus, mais pourtant le film continue d'être vraiment hypé. Donc après voilà, je ne dis pas que le film est mauvais ou quoi, en tout cas moi je trouve que je l'ai pas aimé. Donc étant donné que les gens ont l'air de tous l'adorer, donc je vous inviterai à le regarder pour vous faire votre propre avis. Mais moi ça n'a pas vraiment été le cas. Bon, je vais passer d'abord sur les bons points. La mise en scène, la photographie est juste incroyable. Je suis pas sûr que ce soit lui je sais pas qui a gagné le Oscar de la meilleure photographie. Pour le coup là c'était vraiment mérité et si c'est le directeur de la photo qui l'a gagné, tant mieux parce que là c'est vraiment mérité. Il y a une photographie magnifique, bleutée, blanchâtre, les couleurs sont magnifiques, les décors aussi, la façon de cadrer les plans. Quand on touche un peu plus à la mise en scène d'Iñárritu, elle est toujours très intéressante, il y a des plans séquences toujours cool, notamment celui du début avec l'attaque des Indiens sur le camp. Celui-là est très intéressant, après il y en a d'autres qui sont un peu plus dispensables, mais voilà, en général la réalisation est bonne, est très bonne, et la photographie est excellente. Après, est-ce que ça valait le prix de la meilleure réalisation? Je suis pas sûr. Alors, non pas que le film est une mauvaise réalisation, je pèse mes mots, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des très grands films cette année au niveau de la réalisation, que ce soit Mad Max, il y avait qui d'autre en nominé? En tout cas, moi, personnellement, pour moi, c'était Mad Max qui aurait dû l'avoir. Voilà, mais la mise en scène est vraiment cool quand même. On va parler vite fait des acteurs parce que ça c'est le point le plus qui a fait le plus parler avec Leonardo DiCaprio aux Oscars. Le jeu de Leonardo DiCaprio est très bon, certes, mais j'ai trouvé que, bon alors déjà ça a été dit beaucoup de fois, c'est vrai qu'il tente vraiment, il voulait cet Oscar donc il joue dans des rôles à Oscar. Il se donne tellement à fond que parfois il en donne trop. Et c'est là où je me dis que c'est dommage qu'il n'ait pas gagné son Oscar plus tôt sur d'autres films. Non pas que sa prestation soit mauvaise, mais il y a d'autres films dans lesquels il est meilleur. Il y a quoi que je kiffe avec lui? Il y a Gatsby, il y a le Django, il y en a d'autres, même Aviator, des trucs comme ça, le Loup de Wall Street bien évidemment. Là, il en fait trop parce que c'est un rôle vraiment toujours dramatique et il est toujours obligé d'en faire trop pour montrer la souffrance, la tristesse, et il en fait un peu trop. Ce qui fait que ce n'est pas une mauvaise prestation, mais peut-être qu'il aurait dû le gagner sur un autre rôle que celui-ci. En revanche, il y a Tom Hardy, et pour le coup, lui aurait dû gagner pour moi le meilleur second rôle, l'Oscar du meilleur second rôle, tout simplement parce que je l'ai trouvé bien meilleur que DiCaprio dans le film, quoi. Sa prestation est juste énorme.
tout simplement. Il joue le bad guy avec l'accent de l'Amérique profonde. Voilà, il est super dans ce rôle et voilà, j'aime beaucoup cet acteur de plus en plus, même si voilà, dans Mad Max, voilà, il faisait une prestation correcte, mais il n'était pas incroyable. Il était un petit peu mis en dessous par Charlize Theron et le méchant. Mais voilà, là vraiment, c'est un grand rôle de Tom Hardy et il est excellent dans celui-ci. Qu'est-ce qui fait encore que le film est selon moi moyen? C'est que le scénario est finalement très pauvre et a été quand même pas mal extendu et étiré, on va dire. Étendu, je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que oui, des longs plans, c'est cool pour montrer vraiment la souffrance, tout ça, mais il y a quand même énormément de moments où c'est juste Leonardo DiCaprio qui rentre dans la neige et ça laisse pas beaucoup de temps, par exemple, à un contexte un petit peu au début, dans lequel on apprend à connaître nos personnages, ce qu'ils ont vécu, ce qui les concerne, enfin tout un contexte autour d'eux. Finalement, Leonardo DiCaprio, à la fin, on sait juste qu'il a un fils indien, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment son fils. On a l'impression qu'il l'a adopté, on ne sait pas vraiment grand chose ni sur son fils ni sur lui. Les autres personnages non plus, on ne sait pas grand chose, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas. Voilà, il y a plein de trucs que j'aurais bien aimé être étoffé et qui fait que j'ai trouvé pas forcément le film très émouvant. Voilà, c'était. J'ai trouvé des films bien plus émouvants ce mois-ci. Le film finit quand même sur une très bonne note. Le film n'est pas mauvais, j'en parle beaucoup en nuançant le propos parce que les gens ont l'air de le hyper de ouf et moi ce n'est pas vraiment mon cas. Mais voilà, le film se finit sur une superbe note avec une scène finale excellente, gore à souhait, mais pas le gore drôle, vraiment réaliste, bien foutu et vraiment superbe quoi. Pour finir un film, il n'y avait pas mieux. Donc ce qui en fait selon moi un film moyen, pas excellent mais pas mauvais non plus, et après je le re-regarderai avec plaisir d'ici quelques années peut-être, afin de revenir un petit peu sur mon point de vue et peut-être déceler ce qui en fait vraiment un bon film que j'aurais peut-être loupé. Voilà. Ce mois-ci, j'ai vu Haute Tension réalisé par Alexandre Aja en 2004, si je ne m'abuse. Je ne m'avance pas encore une fois, j'ai pas mal d'infos inexactes dans cette vidéo. Mais voilà. Alors, avec dans les rôles principaux Naon, Jean-Pierre Naon, il me semble, Cécile de France, Maïwenn, et donc c'est un film d'horreur. Voilà, je continue encore à chercher des films d'horreur qui vraiment me feraient angoisser. Je continue. Je suis pas fan vraiment du genre horreur. Un jour, je vais arrêter vraiment parce que je suis pas fan. Mais voilà, je dois avouer que ce film-là était plutôt pas mal. En tout cas, dans sa première partie, c'est-à-dire que la mise en scène d'Alexandre Aja est vraiment hyper angoissante. Passe vraiment ce que j'avais ressenti avec La Colline des Yeux. Pour le coup, j'avais pas du tout été angoissé par ce film-là. Là, vraiment, il y a une première partie qui est très angoissante. Il y a une scène dans laquelle il est dans le camion, on a l'impression qu'il est en train de se faire sucer. Et puis, bon, je vais pas spoiler, mais en tout cas, si vous voyez cette scène à un moment, vous pisserez dessus parce qu'elle est assez angoissante. Enfin, pisserez dessus, peut-être pas, mais elle est très angoissante, très oppressante. Le personnage, le méchant du film, le psychopathe, lui aussi est vraiment effrayant. Quelque chose qu'on voit pas trop mais qui pourrait s'apparenter peut-être au méchant de No Country for Old Men un petit peu, avec un design vraiment aux petits oignons. Enfin voilà, tout a été pensé, tout est cool. Vraiment la première partie, on va dire dans la maison, et un petit peu quand il commence à s'évader de la maison, et parce qu'en gros c'est un homme qui va attaquer une famille, on ne sait pas vraiment pourquoi. Donc toute cette première partie est vraiment angoissante. La seconde partie, quand il commence à y avoir une espèce de course-poursuite sur la route et qu'il a embarqué une des deux femmes dans sa fourgonnette, l'est beaucoup moins. Parce que déjà, il veut... Alexandre Aja, alors ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était Luc Besson qui avait demandé à Alexandre Aja de rajouter un twist à son film. Mais vraiment, le twist vient vraiment plomber l'ambiance du film et rend le film totalement
plus du tout angoissant quoi finalement. Et ça brise totalement le mythe qu'on s'était créé depuis le début du film. Donc ça détruit vraiment toute l'angoisse et surtout que c'est un twist vraiment pour faire un twist quoi, parce que c'est pas original pour un sou. Il y a un film qui est un de mes films préférés qui fait déjà ça et qui pour le coup lui était original parce que c'était un des premiers qui faisait ça. Mais aujourd'hui ce genre de twist quoi, c'est à virer quoi. Je vais pas le dévoiler mais c'est vraiment plus du tout original. Ça brise l'angoisse. Bon après c'est vrai que ce twist répond à certaines questions que je me posais durant le visionnage. Du genre, je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais pas mal de questions que je me demandais, je comprenais pas vraiment pourquoi ça se passait comme ça, certaines choses, donc ça y répond vraiment, mais ça brise totalement le mythe quoi. Ensuite, pour parler brièvement des acteurs, puisque c'est ça à peu près qui me restera, Naon est juste incroyable dans ce film, c'est vrai qu'il est ultra flippant quoi. Il y a une scène au début, vous verrez, il y a un espèce de combat entre lui et le père de la famille qui l'attaque, qui est il est incroyable durant cette scène et même durant tout le film, il a une prestance quoi. En revanche, moi j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que Cécile de France ou Mai Wen jouaient extrêmement bien. Déjà j'ai eu beaucoup de mal avec Mai Wen, en tout cas en tant qu'actrice. Moi j'ai trouvé qu'elle n'était pas toujours très juste quoi. Il y a des fois où elles ont, Cécile de France particulièrement, moi Mai Wen est bâillonnée durant tout le film donc c'est chaud qu'elle... Mais bon, elle a quand même un jeu d'acteur. Mais Cécile de France, parfois j'ai trouvé qu'elle en rajoutait et ça m'a un peu bloqué dans mon visionnage. Donc c'est vrai que le film est, pour synthétiser, très bon dans sa première partie, mais très vite ça en devient un film très moyen, autour des 12/20 on va dire. Qui est pas un mauvais film, hein, mais c'est dommage, cette fin elle est très frustrante, très très frustrante. Ce mois-ci j'ai vu Caché de Michael Haneke, donc là ça me fait plaisir parce que je vais enfin pouvoir parler un petit peu de Michael Haneke sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai vu de Michael Haneke? J'ai vu Funny Games de 97 qui est excellent, celui de 2010 qui est une copie mais voilà je les aime tous les deux autant finalement. J'ai vu Le Ruban Blanc que j'ai pas réussi à finir, faut vraiment que je le finisse parce que j'ai envie de le finir en fait finalement, j'en pouvais plus parce que c'était vraiment très lent mais il faut que je le revoie. Je vais le recommencer du début, il faut que je le revoie, obligé, après avoir vu Caché qui est excellent, je me dois de le revoir. Je suis un peu fatigué là, après tous ces enregistrements. Caché, c'est l'histoire d'un père de famille, enfin d'une famille, d'un père, sa mère et puis le fils, des bobos parisiens. Le père travaille à la télévision comme critique littéraire dans une émission littéraire et ils reçoivent de temps en temps, assez régulièrement, des cassettes qui les filment. Puis des dessins avec des trucs très étranges, puis des cassettes montrant des lieux qu'ils connaissent, ou voilà, tout un tas de choses. Et voilà, on va suivre cette famille qui va tenter de comprendre un petit peu ce qui leur arrive, tenter de combattre leur angoisse et un petit peu comprendre tout ça. La mise en scène de Michael Haneke, égale à elle-même, toujours très lente, toujours très froide, c'est encore très différent de ce que fait Yorgos Lanthimos, c'est autre chose, les plans sont très stricts, très droits, il n'y a pas de mouvement de caméra ou très rarement, ou en tout cas s'il y en a c'est caméra à l'épaule. Voilà, c'est une mise en scène très spéciale de film pas accessible à tout le monde, mais quand on apprécie ce genre de cinéma, c'est une mise en scène incroyable quoi. La lenteur ici est justifiée, j'en reparle parce que j'en parle tout le temps de cette lenteur qui doit être justifiée. Je sais pas si c'est vraiment ça, est-ce que la lenteur doit être justifiée? Non, pas vraiment, mais en tout cas là, cette lenteur s'apprécie on va dire, parce qu'elle est vraiment là, présente pour mettre une ambiance très angoissante. Il y a une ambiance vraiment oppressante, on a envie de comprendre et on se demande vraiment durant tout le film qu'est-ce qui leur arrive parce que ça a l'air d'être une famille vraiment tout à fait normale, totalement rangée, on comprend pas vraiment. Et c'est vrai que cette enquête, c'est de comprendre et c'est ça qui nous entraîne
vers le fait qu'on apprécie ses lenteurs. Et c'est exactement ce qui se passe avec Funny Games, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et le fait que, comme on ne sait jamais, on continue de suivre le film malgré les lenteurs, on a envie de comprendre. Et c'est ça que nous offre Michael Haneke. Il aime beaucoup... Ah oui, fallait que j'en parle. Attendez, d'abord je voulais parler d'un truc, oui. Le fait qu'il veuille toujours nous le mettre dans... On ne sait pas ce qui va se passer après, donne dans le film une scène vraiment incroyable, quelque chose, je ne peux pas vous révéler ce que c'est. C'est un peu du même acabit qu'une des scènes de The Village, si vous voyez de laquelle je parle. On ne s'y attend pas, c'est vraiment une énorme surprise. Et la façon dont il le filme est violent et choc, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est une scène dans laquelle on est bouche bée et c'est pas la scène finale, le récit continue, mais on reste bouche bée et on a un temps où on ne comprend pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est une scène vraiment incroyable. Et voilà pour terminer cette troisième partie de ma rétrospective donc de ce mois de février 2016. Je vais finir par Astérix et le domaine des dieux réalisé cette année par Louis Clichy et Alexandre Astier. Alors vraiment Astérix c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Voilà, de temps en temps il m'arrive de relire Astérix et ça me fait toujours autant rire en fait. Et donc voilà, les films Astérix en revanche m'ont toujours laissé un peu froid, à part celui de Alain Chabat. Donc voilà, je voulais redonner sa chance. Alexandre Astier, je suis pas spécialement fan, Kaamelott ça me fait pas exploser de rire, mais je voulais voir ce qu'il avait pu faire. Alors déjà, le scénario est super cool. Bon, déjà le scénario de base, le domaine des dieux, la BD de Goscinny, est déjà une des meilleures, une de celles que je préfère. Je préfère quand même ceux où Astérix va dans d'autres pays, genre Astérix chez les Helvètes, Astérix en Corse, pour moi c'est les mieux ceux-là, mais le domaine des dieux est vraiment pas mal. Alexandre Astier a su innover et rajouter pas mal de choses toujours très intéressantes au scénario. Il a étoffé, il en a fait un film, il a enlevé des trucs bien entendu. Après je l'ai vu il y a assez longtemps, mais de ce que je me souviens, il a quand même fait pas mal de bons boulots. Au niveau de la mise en scène aussi, c'est pas mal. Il y a des films pour des films, il y a des plans pour un film d'animation qui sont quand même assez intéressants. Le design des personnages colle parfaitement avec l'univers d'Astérix, même si c'est en 3 dimensions. Bien mieux qu'un film live. Film live, je trouve pas que ça... C'est dur de faire Astérix en film live, je trouve. Les doublages aussi sont bons, même si celui de Obélix au début, j'étais un peu réticent parce que je suis habitué à soit Gérard Depardieu, soit au doubleur des dessins animés. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais on s'y habitue vite et voilà. Le film se démarque aussi par le fait que pour la première fois, c'est pas du 100% comédie. Même Alain Chabat, quand il avait fait son film Astérix, c'était purement comédique et comique. Qu'est-ce que je dis ? Ouais, des fois je dis n'importe quoi. Et c'était vraiment faire rire quoi, tout le long du film. Là, il y a plus de scènes, je ne veux pas dire que c'est ultra touchant, mais il y a plus de scènes qui se veulent émouvantes, un peu plus réfléchies et moins dans toujours de faire de l'humour. Ça, c'est louable. Après, le comique, c'est vrai qu'il n'est pas incroyable. J'ai préféré le comique d'Alain Chabat, qui pour le coup innovait tout en restant dans l'univers. Là, c'est vrai que le film peut être drôle par moments, mais j'ai trouvé que c'était toujours des codes célèbres de la série. C'est-à-dire que Alexandre Astier se basait beaucoup sur l'humour qui était récurrent dans les albums, malgré qu'il ait fait 2-3 blagues assez innovantes. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ça manque les jeux de mots de Goscinny, et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait vraiment en film. C'est un scénariste qui arriverait à refaire des gags au niveau de jeux de mots ou alors de trucs plus politiques en rapport avec notre époque. Enfin, il faisait très bien ce parallèle, Goscinny, et c'est ça qui faisait que c'était super cool, super drôle. Là pour le coup on retrouve pas vraiment ça et c'est un peu dommage.
Mais c'est vrai que Le Domaine des Dieux était un film que j'ai très agréablement regardé, et puis voilà, bon, ce sera pas mon coup de cœur de ce mois-ci, mais voilà, je dois avouer que c'était un très bon film. Donc voilà pour ce mois de février 2016, j'ai vu quand même pas mal de films. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, à partager un petit peu les vidéos autour de vous pour me faire un petit peu plus connaître. Voilà, n'hésitez pas aussi à réagir par rapport à mes différents avis que je viens de vous dire. Ce que vous avez pensé, moi ça m'intéresse toujours. Répondre aux différentes questions que j'ai pu vous poser durant la vidéo. Et puis voilà, on se retrouvera pour la rétrospective du mois de mars, le mois prochain. Et je vous dis